Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Lostis et nous sommes très heureux avec Gérézo de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire autour des tableaux de bord des ressources humaines. Avant de débuter, je vais vous donner quelques éléments d'organisation et un petit peu les règles du jeu. Donc, cette présentation est prévue pour durer environ une quarantaine de minutes et c'est moi qui vais l'animer. Je suis accompagnée pour cela par Kelly, que vous n'entendrez peut-être pas, mais qui m'accompagnera notamment pour les sondages et les questions. Donc, on vous invite à poser vos questions. Je les traiterai toutes en fin de séminaire. Donc, je dis autrement, ce ne sera pas fait au fur et à mesure, mais vraiment, toutes vos questions sont bien enregistrées et donc Kelly m'aidera à y répondre en fin de webinaire. Donc, pour ma part, en quelques mots, je suis contrôleuse de gestion depuis 28 ans, je crois, cette année. Et le sujet des tableaux de bord, ça tombe bien, on est en début d'année. Ben, finalement, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la bonne résolution de revoir la manière dont on suit nos indicateurs, dont on fait nos tableaux. Et c'est le sujet aujourd'hui parce que, pour être très complète, j'ai le grand plaisir d'animer deux sessions de formation pour Gérézo sur ce sujet et tout particulièrement au niveau des ressources humaines. Donc, avant de commencer, je vais vous proposer de répondre à une question, justement, pour faire un petit peu le point. Et nous avons prévu un sondage pour voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui de vos tableaux de bord. Et je vais demander à Kelly de lancer ce sondage. Donc, en quelques mots, c'est de vous poser la question, où vous en êtes aujourd'hui avec vos tableaux de bord des ressources humaines. Donc, vous avez trois réponses possibles. Soit ils vous conviennent très très bien, et puis tant mieux, et on pourra aussi échanger aujourd'hui. Soit vous vous posez des questions, soit effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je crois que Kelly a bien lancé le sondage. Je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. Je regarde un petit peu mon horaire. Je vais vous laisser encore une vingtaine de secondes pour y répondre. Et puis comme ça fait arriver les personnes au fur et à mesure qui ne seraient pas rentrées pile exactement à 10 heures. Alors, on continue encore un tout petit peu. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de tous répondre, bien répondre. Je vois que vous êtes déjà de nombreux participants. Je vois en plus que vous nous souhaitez une bonne année tous. Nous aussi, on vous souhaite une très bonne année. Alors, les résultats du sondage sont donc publiés. Donc, je découvre avec vous que la réponse majoritaire pour les trois quarts d'entre vous, c'est que vous avez bien des tableaux de bord, mais ils sont insatisfaisants ou partiels. Donc, situation très fréquente. Alors, pour certains d'entre vous, je dirais 1 sur 5, vous n'en avez pas encore. Donc, c'est aussi l'objet de ce webinaire, d'ouvrir un petit peu les perspectives et savoir d'une certaine manière par où il faut commencer. En tout cas, ce sera une préconisation de notre part. Et aujourd'hui, vous serez mes personnes ressources, à peu près 1 sur 10, 9%. Vous avez des tableaux de bord qui sont très bien et qui vous conviennent. Écoutez, je vous propose donc de débuter cette présentation. Donc, je vais passer en partage d'écran. Vous allez voir tout de suite, j'imagine, donc mon partage d'écran. Je vais prendre toute la place. Et donc, je vous propose donc de commencer cette présentation en faisant 3 parties. Donc, les 3 parties que nous avons prévues au sujet de cette thématique autour des indicateurs en matière RH, c'est que finalement, il y en a peut-être quelques-uns. Pour tout dire, j'en ai listé 5 indicateurs qui me semblent incontournables en matière de ressources humaines. Donc, je dirais que ça va être peut-être volumétriquement ma partie un petit peu la plus longue, mais parce qu'on a envie d'aller un petit peu dans le détail. Une deuxième partie qui aura pour but de dire, finalement, on a un matériau, effectivement, qui est cette information, qui sont ces indicateurs. Donc, ça s'appelle de la mesure. Donc, mesurer, c'est bien.
Mais ce sujet tableau de bord, qui est un sujet aussi très managériel, c'est de se dire, enrichir, ça peut être encore mieux. Et donc, je vais vous faire des propositions à ce sujet-là. Et enfin, alors pour tout dire, hein, on a prévu que ce soit un petit peu le côté champagne. On est encore en début d'année pour ceci, c'est de vous faire une présentation d'un tableau de bord pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut avoir aussi une méthode, une démarche, des étapes pour faire ces tableaux de bord. Et j'ai travaillé sur un modèle qu'on peut trouver sur Internet et que je vous proposerai. Alors, quels sont les incontournables donc en matière RH en termes de mesures et de pilotage? Eh bien, revenons peut-être à une définition qui est de dire d'abord un indicateur par rapport aux ressources humaines sera pertinent s'il constitue une mesure qui permet de piloter la stratégie ou la politique RH. Donc, j'ai pas voulu à ce stade-là, en termes de définition, vous reprendre ce qu'on connaît tous très bien, hein, ce côté SMART, un indicateur doit être pertinent, etc., etc. Et d'ailleurs, on en discute beaucoup lors des sessions de formation sur ce sujet-là avec GRéseau. Je crois que le mot-clé, c'est que la pertinence ici, ce qui rendra vos indicateurs utiles et propres, ce seront ces chiffres, ces mesures qui colleront à ce dont vous avez besoin en matière de politique RH et de stratégie RH. Donc, je l'ai reformulé de façon un petit peu plus familière, je dirais, en disant le bon indicateur, c'est celui qui va nous aider à mettre sous contrôle nos propres problématiques en matière de ressources humaines. Donc, ça reste encore un petit peu, j'allais dire, théorique, mais c'est pour dire aussi qu'une démarche tableau de bord est une démarche méthodologique. Et dans cette méthodologie, l'une des premières étapes, c'est un conseil, c'est une préconisation pour dire que je crois vraiment à cette première étape qui va consister à identifier vos différents objectifs en matière RH. Alors, par exemple, j'imagine que vous êtes tous très différents parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions à ce webinaire. Donc, j'imagine que vous êtes dans des secteurs du tertiaire ou même du secteur public. Eh bien, on pourrait imaginer que pour trouver vos indicateurs, on va d'abord partir de vos objectifs. Par exemple, maîtriser vos dépenses de personnel. Certains ou certaines d'entre vous sont fort probablement concernés par cet objectif. On pourrait avoir, pour d'autres, l'idée de modifier ou d'améliorer vos organisations de travail. Je pense bien évidemment là à des plannings, je pense à des intégrations d'équipes, à des mutualisations d'équipes. En tout cas, une manière de mener vos activités qui est en train d'évoluer et ça peut aussi poser des problématiques ou en tout cas des choses à mettre sous contrôle en matière RH. Ça peut être, et je vous le souhaite aussi, de développer vos activités pour la croissance de votre entreprise. Or, croître, eh bien, il y a forcément une dimension RH qui va être à piloter et à suivre, et donc on pourra en déduire des indicateurs. On pourrait aussi avoir des accompagnements de vos ressources humaines en matière d'évolution. Je pense bien évidemment là à toute la partie formation et compétences, ou alors d'assurer la gestion des risques parce qu'il en existe en matière RH. Je pense là notamment aux accidents du travail qui sont, on va dire, le verre à moitié vide si on avait cette vision-là, mais tout cet aspect aussi préventif. Et là aussi, on pourrait avoir des indicateurs. Donc voilà, ça c'est une première définition pour dire voilà, c'est pertinent si déjà on a bien identifié des problématiques qu'on peut traduire donc sous forme de stratégie et de politique RH. Alors là, c'est bien d'avoir des principes, notamment en matière de tableau de bord. Et je crois que c'est vraiment l'un des messages principaux qu'on vous passe, c'est que les tableaux de bord, on a des données très souvent dans les entreprises, mais c'est cette idée qu'on va aller à l'essentiel, donc d'être synthétique et d'y aller pas à pas. Donc, c'est déjà cette idée. Les grands indicateurs, déjà, on n'a pas forcément besoin d'en avoir beaucoup, hein.
dans ma longue carrière professionnelle, j'ai eu certains décideurs qui avaient besoin entre 5 et 10 indicateurs par mois, pas plus. Et donc, c'est cette idée, déjà, je vais à l'essentiel et c'est ça aussi qui va nous guider dans le choix de ces indicateurs. Alors donc, s'il fallait choisir 5 indicateurs à garder, ou en tout cas par lesquels débuter, ou à approfondir, je vous propose, et on va ensemble les regarder, alors c'est pas hiérarchisé, hein, comme je viens de dire précédemment, ça va dépendre de vos problématiques, mais je vous conseille voilà, d'avoir des choses autour de la masse salariale, des indicateurs autour des recrutements, de l'absentéisme, de la formation et du turnover. Donc, je vais rentrer dans le détail de chacun de ces 5 indicateurs en disant finalement à chaque fois pourquoi cet indicateur. Donc, le pourquoi, ça va appeler finalement un bon indicateur, c'est celui qui permet de décider. Donc, à chaque fois, je vais reprendre pourquoi et pour quelle décision. Comment on peut le calculer, donc des propositions de méthode. Comment on peut l'approfondir. Et j'ai souhaité intégrer la notion de champ lexical. Ce n'est pas un paradoxe, ce n'est pas une provocation de parler de verbes alors qu'on est sur des chiffres, mais c'est pour dire que finalement, on va être sur des espèces d'univers de données, et ces univers de données, ça peut nous donner aussi d'une certaine manière des synonymes, et c'est pour ça d'indicateurs que j'ai abordé cette idée de champ lexical. Alors, je vous propose de commencer par la masse salariale. Finalement, pourquoi on choisirait cet indicateur? Eh bien, je reviens à cette idée que vous avez en matière de politique ou de stratégie RH, fort probablement l'idée qu'il y ait un budget à respecter. Donc, si on a un budget à respecter, c'est vrai que l'indicateur de masse salariale, il est adapté. On peut avoir, pour certaines et certains d'entre vous aussi, cette idée de maîtriser les dépenses. Mon propre parcours fait que j'interviens beaucoup en milieu hospitalier. Ces dernières années, c'est vrai que les dépenses de personnel ont fait partie des sujets stratégiques, tactiques, et donc la masse salariale, elle contribue, en tout cas son pilotage, à maîtriser ses dépenses. Dans la même veine, je dirais, on a cette idée aussi d'aider à optimiser les coûts. Je pense à celles et ceux d'entre vous qui ont des entreprises de fabrication, de production de produits ou de prestations. Donc, le coût salarial fait partie du coût du produit d'une prestation. On peut aussi avoir comme objectif par rapport à la masse salariale de se dire, je sais que je vais évoluer mon entreprise, ma société, mon organisation dans les années à venir. Il faut que j'anticipe ces évolutions aussi d'un point de vue économique et financier. Et donc, je peux aussi avoir à évaluer des dépenses connexes. Et pour ne rien vous cacher, je pense notamment à l'intérim ici dans ce cas précis. Et donc, le choix de cet indicateur, ayant posé cette idée qu'on a des objectifs, c'est de dire qu'on peut avoir des décisions adaptées, mesurées. L'enjeu d'un tableau de bord, c'est d'après de décider. Hein. S'il y a une vraie valeur ajoutée au tableau de bord, c'est celle de la décision. Et donc, la décision, en suivant la masse salariale, ça pourrait être par exemple de réajuster des cibles, d'ajuster des niveaux de recrutement, l'intérim ou les CDD comme j'en parlais, préparer des nouveaux besoins, par exemple si vous avez des plans de développement, des plans en termes de formation sur les rémunérations, voire même d'anticiper certaines dépenses parce que certaines sont assises le calcul sur la masse salariale. Alors, comment on calcule cet indicateur? Pour tout dire, je suis allée voir la définition de l'INSEE. Alors, l'INSEE qui est dans le métier, je dirais, consiste vraiment à traiter de la statistique et de la donnée. Eh bien, l'INSEE dit, par exemple, que la masse salariale, c'est le cumul des rémunérations brutes de vos salariés. On y intègre le salaire, mais aussi les primes et les cotisations sur une période donnée. Donc, ce qu'il faut retenir sur la masse salariale, c'est qu'en tout cas, de façon schématique, les avantages en nature, certains d'entre vous, sans doute, ont des salariés qui ont des véhicules ou des logements. Voilà. Donc ça, cette partie-là, dans la masse salariale, elle n'est pas comprise. Alors, j'aborde cette idée de champ lexical, comme je disais, pour dire que la masse salariale, finalement, on va avoir tout un univers, comme je disais, d'indicateurs, d'informations, de données,
qui peuvent venir enrichir ou approfondir ces éléments-là, et donc les rémunérations, on va dire, de manière globale, mais aussi les dépenses de personnel, le coût du travail. Alors, pour tout dire, j'aime bien cet exemple de la masse salariale parce qu'il permet d'indiquer qu'il faut être précis, notamment dans la manière de dire l'indicateur et voire même dans la manière de le calculer. Donc ça, par exemple, vous voyez, c'est un schéma qui est issu d'un ouvrage de référence sur le contrôle de gestion sociale et qui dit que eh bien, la masse salariale, par exemple, ça n'est pas la même chose que la masse salariale chargée. Je ne suis pas en train de dire il y en a un plus que l'autre, encore une fois, ça dépend de vos problématiques, mais soyons précis justement dans nos termes. Les frais de personnel, voyez-vous, c'est la masse salariale, vous voyez par exemple, à laquelle on va rajouter justement les avantages en nature dont on parlait, certaines charges connexes, par exemple comme la formation, l'intérim, ou si vous avez de la sous-traiteur sur certains de vos services ou certains de vos secteurs. Et si je voulais avoir une vision encore plus globale, c'est ce qu'on appelle le coût du travail. Et vous voyez, c'est ma partie jaune que j'ai appelée frais de personnel précédemment, auquel on va rajouter carrément le coût de votre service hiérarchique. Donc, l'idée de cette présentation de ce champ lexical, c'est de se dire, finalement, je peux avoir autant de décisions, voire d'informations que de niveaux voulus, mais mon conseil, c'est vraiment d'être extrêmement précis sur ces termes-là. La masse salariale, donc dernier point, comment on peut l'approfondir? Parce qu'on a toujours cette volonté d'aller toujours plus loin, d'approfondir, mais on peut bien sûr relier son montant avec vos effectifs et aussi avec votre coût moyen par ETP. Donc là, par exemple, c'est le genre d'approfondissement qu'on fait pendant la formation, de calculer par exemple ce qu'on appelle des effets prix, effets volume, pour calculer, pour mettre en évidence des écarts et donner des précisions justement par rapport aux effectifs et par rapport au coût moyen par ETP, par rapport à votre masse salariale. Donc voilà, premier indicateur, comment ça peut se préciser. Deuxième indicateur, ou en tout cas champ d'indicateur que je vous propose, c'est par rapport au recrutement. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite pour présenter les choses, puisque vous êtes désormais habitués à cette idée qu'un indicateur, il y a des objectifs associés. Quels sont les objectifs associés par rapport au recrutement? Eh bien, et encore une fois, je le souhaite à nous tous et nous toutes, de contribuer au développement de nos entreprises. Le développement passe très souvent par cette partie recrutement. C'est de garantir aussi la poursuite des activités. J'évoque par là, eh bien, vos départs, vous l'avez vu, vous voyez, je l'ai mis juste quelques points après. Vous allez avoir des départs, j'allais dire naturels à la retraite ou des départs tout court parce qu'il y a du turnover. On verra que ça peut être un élément d'approfondissement. Donc, c'est pour ça que la question du recrutement se pose et qu'on a besoin d'indicateurs à ce niveau-là. Ça peut être aussi d'adapter vos organisations. Ça peut être aussi, on est dans un monde qui change vite et pour faire face à un monde qui change vite, eh bien, la réponse compétence de vos salariés est extrêmement importante et vous pouvez les acquérir par le biais du recrutement. Et ça peut être aussi, comme on l'a vu précédemment, de maîtriser votre masse salariale. Donc, quelles sont les décisions par rapport à ça? Eh bien, quand j'ai des indicateurs autour du recrutement, je peux piloter mes plans de recrutement, adapter mes fiches de poste, repérer des potentiels, en interne notamment. Surtout si vous avez des entreprises ou des sociétés de grands effectifs, je dirais, il y a toujours du potentiel en interne. Anticiper des métiers émergents ou en tension et ajuster vos plans de formation. Donc, comment on peut calculer? Alors ça, c'est un choix, mais voilà, le choix que je vous proposerai d'avoir en matière d'indicateurs autour du recrutement, c'est tout simplement, j'allais dire, presque trivial, c'est de compter le nombre de contrats signés en distinguant, s'il le faut, les recrutements que vous avez faits en CDI ou en CDD. Quand on est dans une sphère publique, on peut aussi distinguer ce qui relève des contractuels par rapport aux titulaires fonctionnaires. Et le plus souvent, eh bien, c'est au travers de vos applications en matière RH, voire de la paye, vos applications de paye, qu'on peut calculer ces indicateurs. Alors,
ouvrant le champ lexical du recrutement. On pourrait donc avoir dans toute cette sphère, cette thématique autour du recrutement, avoir d'autres indicateurs ou des indicateurs approchants qui pourraient être, par exemple, le nombre d'annonces de recherche que vous avez publiées, le nombre de contrats que vous avez signés, le nombre d'entretiens que vous avez fait passer. Très important, le nombre de candidats, ce qu'on appelle de temps en temps le vivier, vos viviers ici de professionnels que vous pourriez activer, ça se gère un vivier, les délais de recrutement, les taux de confirmation de période d'essai, taux de recrutement que vous avez sous-traité à des sociétés de chasseurs de tête, par exemple. Donc, on pourrait avoir ces indicateurs complémentaires ou au contraire un qui vous paraît le plus correspondre à vos propres problématiques de recrutement qu'on pourrait avoir ici. Il y en a d'autres aussi. Avec quoi on peut approfondir ces thématiques du recrutement? Avec alors taux d'entrée, c'est-à-dire finalement combien vous avez de pourcentage de nouveaux entrants chaque année, par exemple. On pourrait le lier justement avec l'ancienneté. Je parlais des départs aussi, donc l'ancienneté peut, si ce n'est être prédictive, en tout cas explicative de besoins de recrutement ou de situation de recrutement. Et il y a un indicateur que j'aime bien aussi, donc qui permet d'approfondir ici, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement, le ratio de remplacement, c'est-à-dire finalement combien vous avez d'entrées, donc de recrutement, par rapport à votre nombre de départs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut se piloter, c'est de dire, par exemple, il faut au moins que je remplace chaque départ, donc c'est ça le ratio de remplacement, ou au contraire, si je suis dans une thématique, par exemple, pour diminuer ou maîtriser les dépenses, de dire, attention, je ne dois pas avoir plus d'entrée de recrutement que je n'ai de départ. Voilà, donc c'est pour ça qu'on pourrait l'approfondir comme ceci. Donc voici pour cet deuxième indicateur recrutement. Passons maintenant, si vous voulez bien, à l'absentéisme. Objectif associé à l'absentéisme, il me semble que, alors quand je dis il me semble, c'est que c'est à la fois une conviction et une observation que l'absentéisme vient bousculer un petit peu nos organisations. Donc c'est pour ça que l'objectif qui me paraît important en la matière, c'est tout ce qui est autour de la poursuite de vos activités, on va dire dans un cadre normal ou en tout cas prévu, d'adapter en conséquence vos organisations. L'absentéisme est aussi une ouverture, je dirais, sur la contribution à la santé et à la protection de tous vos salariés. C'est bien aussi de l'approfondir pour connaître les motifs d'absence. Alors, j'aime bien en formation, bien sûr qu'on regarde l'absentisme autour de tout ce qui est maladie, congé maladie, mais l'absentisme, ça peut être aussi la formation. Ça peut être aussi d'autres motifs, mais en tout cas, voilà, d'approfondir pourquoi un salarié est absent et il n'y a pas que la maladie. Et éventuellement, donc, de prévenir des surcoûts en matière de dépenses RH. Donc, les décisions adaptées, prévenir, c'est toujours mieux, bien entendu. Donc, c'est pour ça que ces indicateurs d'absentéisme peuvent aider à mettre en place des choses, à décider des choses, notamment en matière d'accidents du travail et de formation. Bien sûr, ça peut être aussi un outil, une mesure pour aider à anticiper ou traiter des conflits ou des difficultés de service. Et enfin, bien sûr, à favoriser le développement de vos salariés. Je viens d'évoquer la formation. Alors là, à nouveau, on peut avoir plusieurs types d'indicateurs en matière d'absentéisme. Moi, je vous propose à ce stade de prendre déjà le taux d'absentéisme. Alors, qui dit taux dit qu'on va avoir un ratio, donc une fraction. Eh bien, le taux d'absentéisme, c'est le nombre de jours d'absence en jour travaillés. Et vos organisations en la matière sont différentes les unes des autres. Certains d'entre vous sont un jour ouvré, d'autres un jour ouvrable, d'autres travaillent tous les jours. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir au numérateur. Et au dénominateur, je vais prendre le nombre de jours travaillés théoriques sur la période, multiplié par l'effectif moyen. Donc ce taux, alors très souvent, ça fait partie des indicateurs du bilan social, que j'imagine la plupart d'entre vous être amenés à réaliser. Eh bien, ce taux d'absentéisme, il peut être subdivisé, comme je disais, par motif, maladie, longue ou courte, etc. Alors, avec quoi on peut rapprocher cette idée de taux d'absentéisme avec, alors ça, ce sont des exercices qu'on fait beaucoup lors de la session de formation sur,
on va relier ça à la durée moyenne ou médiane des absences. On peut, j'aime beaucoup cet indicateur, calculer votre taux d'absentéisme en fait en équivalent ETP absent. Parfois, ça parle plus de dire si par exemple, alors mes chiffres sont tout à fait théoriques, nous sommes 100 ETP dans notre entreprise. Il y a 10% d'absentéisme. En fait, ça veut dire qu'en permanence, il y a 10 ETP absents. Donc, vous voyez, c'est cette idée qu'on va pouvoir venir approcher cette notion par d'autres indicateurs. Et donc, celui-ci, j'avoue, j'ai une forte inclination à le suivre. On peut rapprocher, bien sûr, avec le nombre d'accidents du travail, le taux de fréquence des AT, le taux de gravité des AT, ou par exemple, la part des journées d'arrêt pour longue maladie par rapport au total. L'idée de ce champ lexical, c'est qu'à nouveau, on a autant d'objectifs qui peuvent être associés et donc de décisions qui peuvent être associées à ceci. Alors, avec quoi on peut l'approfondir? Avec les arrêts maladie, donc ça c'est assez, c'est assez naturel d'y penser, avec les accidents du travail, mais aussi avec votre pyramide des âges. L'absentéisme, eh bien voilà, en fonction de l'âge, alors pyramide des âges, j'aurais dû rajouter que c'est aussi le sexe, puisque l'absentéisme, on peut avoir par exemple des absentéismes pour maternité. Donc ça peut être relié à cet élément-là, ou alors parce que vos salariés finalement sont seniors, et avec la formation. Donc voilà pour l'absentéisme. Pour la formation, donc objectif associé, garantir le développement de l'entreprise, adapter vos prestations et vos produits, accompagner bien sûr les compétences et garantir la qualité et la gestion des risques. Assez classiquement, ces indicateurs ont pour but de prendre des décisions en matière de construction de plans de formation. Ça sert aussi bien entendu et ça sert aussi sur la plupart d'entre vous ont des contextes réglementaires, pour ne pas dire légaux. Eh bien, la formation fait partie aussi de l'arsenal de réponse à justement ces obligations réglementaires. Je pense aux habilitations, par exemple. Alors, comment le calculer? À nouveau, c'est un choix d'indicateur que je vous propose ici. Je suis allée carrément chercher cet indicateur auprès de la Fédération des acteurs de la compétence qui s'appelait précédemment la Fédération de la formation professionnelle, qui dit, voilà, il y a un indicateur qui peut être le nombre moyen d'heures de formation par an et par salarié, auquel cas, c'est un ratio entre le nombre total d'heures de formation et le nombre total de salariés sur la période. Avec quoi je peux présenter aussi ces indicateurs avec, par exemple, le taux de départ en formation. Pour tout dire, la formation, on est assez riche en général en matière de mesures, donc on arrive à bien enrichir cette thématique. Et vous voyez, ça peut être aussi le taux légal, j'allais dire presque de participation à la formation, c'est votre pourcentage de dépenses par rapport à votre masse salariale. Le coût moyen d'une formation. On peut avoir aussi le coût moyen d'une journée de formation, la durée moyenne, le nombre ou le taux de salariés n'ayant bénéficié d'aucune formation. On l'a dit, un indicateur, c'est fait pour décider, c'est fait pour alerter. Eh bien, le nombre de salariés qui n'a pas eu de formation, par exemple, peut être un indicateur d'alerte en fonction de vos objectifs et de vos entreprises. À quoi je peux le relier? À nouveau avec votre pyramide des âges, avec vos recrutements. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'idée de la compétence. Si vous avez des salariés qui sont déjà formés, voilà, ça vient modérer, moduler, sophistiquer, je dirais, vos résultats. Et comme je viens de l'évoquer aussi, donc ces actions ou ces obligations réglementaires. Allez, dernière thématique, dernier indicateur ou thématique d'indicateur que je vous propose, c'est autour du turnover, les objectifs. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup lors des formations, que vous me dites beaucoup, c'est que le turnover, oui, on regarde ça parce que notre enjeu, c'est de fidéliser nos salariés. C'est de stabiliser aussi les effectifs. Un turnover, ça peut rendre insécure une organisation, donc c'est l'un des enjeux. Le turnover peut être aussi un moyen de repérer ou d'alerter sur des difficultés. Donc, sécuriser vos besoins pour votre organisation et piloter. Madame Lostis, vous m'entendez?
on peut donc l'approfondir, l'ancienneté, l'âge moyen, le ratio de remplacement dont j'ai parlé il y a quelques instants, le nombre de départs et d'entrées. Et comment l'approfondir? Aller un petit peu plus peut-être effectivement dans le management de vos unités, les recrutements et la pyramide des âges. Alors, j'ai fait le tour, je dirais, de ces grandes thématiques autour des indicateurs. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir piocher ce qui vous correspond le plus en matière de problématiques. Mais j'ai envie, à ce stade, de vous dire, voilà, on va passer à notre deuxième partie, que il y a une manière aussi de présenter vos indicateurs. Donc, Excusez-moi, Nathalie. Oui, dites-moi. Pouvez-vous remettre le diaporama, s'il vous plaît? On m'indique qu'il n'est plus visible. Alors, je refais partager. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, j'entame ma deuxième partie sur des préconisations de présentation qui ont pour but de dire à nouveau que faire des tableaux de bord, ça n'est pas que recueillir des chiffres en fait. Alors, j'aime bien dire en formation que je fais la distinction entre un tableau de bord et un tableau de chiffres. Et l'une des manières de faire, c'est déjà d'avoir, je dirais, deux principes. Je suis à l'origine de leur nom. C'est le principe de l'entonnoir et du ping-pong. Et je vais vous proposer systématiquement d'avoir sur vos tableaux de suivi notamment l'utilisation de 5 formules extrêmement simples de calcul. Qu'est-ce que ça veut dire ce principe de l'entonnoir? Ça veut dire que j'ai utilisé à dessein ce visuel pour dire qu'on a beaucoup d'informations. Or, pour piloter, à un moment, et ça a été ma deuxième diapo, il faut aller à la synthèse. Et la synthèse, c'est de dire, je vais d'abord présenter des données agrégées. Je m'arrête, et ensuite je détaille un petit peu. Je m'arrête et ensuite je redétaille un petit peu. Je vous ai proposé un exemple, quasiment vrai, qui est de dire, par exemple, j'ai un tableau de masse salariale et voici comment on peut présenter les choses en disant, eh bien, j'ai premier niveau les dépenses de personnel de notre Excusez-moi, structure. Nathalie, encore moi. Apparemment, les participants n'ont pas vu le point 5 sur le turnover. Est-ce possible de revenir quelques instants dessus? Alors, je reviens sur le turnover. C'est le moment où ça a coupé. Alors, sur le turnover, alors je disais que le turnover, on s'en sert en fait pour par rapport à le diaporama est reparti décidément. Alors parce que pour moi tout va bien de mon côté. Alors je refais arrêter le partage. Je vous invite à remettre le partage d'écran s'il vous plaît. Oui, un instant. Alors je remets le partage d'écran ici. Voilà. On est bon? Ça arrive. Parfait, merci beaucoup. Alors, je disais que le turnover nous permet de relier aux objectifs autour de la fidélisation des salariés, de la stabilisation de vos effectifs. Bien sûr, ça permet de repérer aussi des difficultés et c'est pour ça que j'ai évoqué la résolution de conflits en termes de décision managériale. Ça permet aussi de piloter vos mouvements. Et donc, ces décisions adaptées, vous voyez, c'est autour aussi de tout ce qui va être évolution salariale et QVT. Donc, comment on le calcule? Alors là, j'ai pris vraiment la définition du bilan social. Alors, je sais que dans certains secteurs, on le calcule différemment, mais à nouveau, c'est par rapport à vos objectifs. En général, donc, on prend la somme des mouvements, c'est-à-dire le total de vos recrutements, plus le total de vos départs, et je divise par l'effectif moyen. Donc, le turnover est toujours quelque chose qui s'exprime en pourcentage. Donc, avec quoi on peut le relier? Avec l'ancienneté, avec l'âge moyen, avec les ratios de remplacement, et donc votre nombre de départs et d'entrées. Et donc, on peut aller vers ce management d'unité, la périmètre des âges qui peut être explicative aussi, parce qu'après tout, plus on avance en âge et plus on est susceptible dans une entreprise d'avoir du turnover, et vos recrutements si vous avez notamment du développement. Donc, je reprends cette idée que on peut avoir des calculs d'indicateurs, comme on l'a vu, et aussi donc une manière de présenter les choses. Donc là, ce principe de l'entonnoir, comme je disais, c'est corollaire de
allons à la synthèse, soyons synthétiques et commençons déjà par le plus grand chiffre. Dit autrement, je le dis souvent en formation, s'il y avait déjà un premier chiffre à retenir, lequel serait-il? Et bien sûr, mon exemple, ce serait de dire, par exemple, les dépenses de personnel s'établissent à 18 millions d'euros à fin novembre 2021. J'ai fait exprès de ne pas mettre un tableau, mais bien des chiffres, parce que on est sur de la décision. Et décider, c'est déjà comprendre. Et donc, je vais organiser aussi mes informations pour qu'elles soient compréhensibles. Niveau 2, un petit peu plus détaillé, j'aborde le fait de dire, eh bien, ces dépenses de personnel se répartissent par exemple en 14 millions d'euros, 78% pour les CDI, 2,7 millions d'euros pour les CDD, 15%, et le restant pour de l'intérim. Je vais à nouveau un petit peu plus détaillé, où là, je fais un focus, par exemple, sur l'intérim. S'agissant de l'intérim, le montant est en recul de moins 3%, soit moins 39 000 euros. Et donc, par cet exemple, je souhaite vous exprimer le fait que, vous voyez, par exemple, je n'ai pas commencé par l'intérim. Je commence d'abord par les dépenses de personnel et j'y vais au fur et à mesure. Voilà ce que j'appelle le principe de l'entonnoir pour bien présenter vos indicateurs. Donc, ça suppose que je priorise et que je vais à la synthèse. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment une préconisation constante que je fais. Alors, pour tout dire, je n'ai pas réussi à avoir de visuel libre de droit de France Gall, mais j'aurais bien aimé, parce que pour dire qu'il faut résister. Quand on fait des indicateurs et ce type d'informations, c'est vrai que on a envie de détailler, on a envie d'expliquer, on a envie d'aller toujours plus loin. Je vous conseille de faire les choses pas à pas. Restons déjà sur ce 18 millions d'euros, par exemple, que j'ai évoqué tout à l'heure, et restons déjà, s'il fallait aller un petit peu plus loin, sur la répartition. Parce que c'est l'une des manières qui fait aussi qu'on va s'approprier les informations, voire les problématiques. Donc voilà, résister à la tentation de détailler et de tout expliquer. Deuxième principe de ces indicateurs, c'est ce que j'ai appelé le principe du ping-pong. Ça n'est pas pour rien tout à l'heure que j'ai évoqué constamment le fait qu'on a une espèce de champ lexical, c'est-à-dire des univers d'indicateurs. Eh bien, le principe du ping-pong, c'est de dire, je vais prendre un indicateur en soi et je vais le rapprocher d'une information d'une autre nature pour mieux le comprendre au final. Donc, je vous ai préparé à nouveau un exemple de dire, par exemple, vous voyez, je vais naviguer entre effectif, absentéisme et par exemple accident du travail. Donc, par exemple, au 31 décembre, les effectifs d'un établissement étaient de 775, dont, j'ai pris un exemple hospitalier, 59% de personnel soignant et 16% de personnel technique. Le taux d'absentéisme, donc ping-pong, s'est établi à 6,3, mais si vous aviez vu le tableau, vous verriez qu'il y a des différences entre les catégories. Alors là, ça fait petit, hein, mais 7%, 8%, mais 1 point sur 7%, ça veut dire qu'il y a de l'écart. Et donc, ping-pong, je vais creuser avec cette idée d'accident du travail. Et vous voyez, je mets en lien deux informations en disant que la moitié des accidents du travail, c'est les soignants. Or, ils représentent les 2/3 quasiment des effectifs. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être détecté quelque chose ici sur les personnels techniques. Donc, voilà le principe du ping-pong sur un exemple. Autre préconisation que je vous fais, c'est que chaque fois que vous avez ce que j'appelle un tableau de suivi, donc c'est-à-dire vous imaginez tous vos tableaux avec vos lignes sur Excel, je vous invite systématiquement, parce que ça permet de rentrer dans les données, de calculer toujours total, moyenne, médiane, minimum, maximum. À nouveau, un petit exemple. Là, j'ai pris, alors complètement fictif, une entreprise d'une vingtaine de salariés. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment des tableaux qu'on a au quotidien. J'ai des noms, prénoms, des fonctions, un salaire brut, un temps de travail. Eh bien, je trouve que de faire total, vous voyez là, par exemple, j'ai pour 1 million d'euros de salaire brut pour l'équivalent de 18 TTP. Eh bien, ma moyenne me dit que le salaire brut est de 50 000 euros, mais la médiane est très loin. Alors ça, c'est ce qu'on creuse à nouveau justement pendant la formation, de bien distinguer qu'est-ce que la médiane, qu'est-ce que la moyenne. Donc, une médiane à 38 500 euros, ça veut dire que fort probablement, j'ai des situations
très différentes dans mon échantillon, dans mon groupe de données. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à calculer minimum et maximum, parce que là, on voit très bien que le minimum est à 15 000 € et le maximum à 200 000. Cet exemple me permet de rappeler à nouveau, de résister à la tentation du détail ou de l'explication. Je suis d'abord un indicateur, l'effet rien que l'effet, ça permet déjà de poser quelque chose. Je ne suis pas en train d'expliquer, je suis d'abord en train de mesurer. Voilà, donc total, moyenne, médiane, minimum, maximum. L'avantage, c'est qu'Excel fait ça très très bien. Alors, ma dernière partie pour les dernières minutes avec vous tous et vous toutes. Donc, c'est de dire, au-delà du calcul des chiffres, on a une méthode aussi et des étapes pour organiser vos tableaux de bord. Alors, à nouveau, une image, je vous invite à entrer dans la valse pour dire que les tableaux de bord, je vous conseille d'avoir 3 moments de présentation. Quels sont ces 3 moments de présentation? Alors, j'insiste beaucoup sur le premier, c'est que c'est cette partie synthèse. Et donc, vos indicateurs sur une page A4 en police lisible. Alors ça, c'est tout l'enjeu justement de vous accompagner en formation parce que j'ai à mon actif des centaines d'accompagnements sur, je dis bien des centaines, d'accompagnements sur des tableaux de bord. On arrive toujours à faire une synthèse parce que justement, on va partir de vos problématiques. Et cette première partie synthétique, je vous conseille d'avoir des indicateurs où on aura systématiquement réalisé la cible et un écart. Deuxième temps de la valse, comme c'est pas bruyant tout à l'heure que j'ai mis des commentaires sur les indicateurs, c'est justement d'écrire. Écrire au sens, je vais mettre du verbe, parce que mettre du verbe, c'est aussi mettre du sens. Et ça permet de recontextualiser. Et ça aussi, ça fait partie de la méthode. Alors, pour pas la citer, c'est la méthode du Balance Scorecard qui existe depuis une petite trentaine d'années pour faire des tableaux de bord. Et on va travailler sur les différents éléments de votre performance RH. Donc, de faire des commentaires sur cette partie finance, économie, RH, sur la partie organisation, ressources en tant que telles et satisfaction des salariés. Et vous voyez cette idée du détail, de rentrer un petit peu plus dans le fond des choses, c'est ce que j'appelle les tableaux de suivi, donc mon troisième temps de la valse, qui vont être fournis en complément. Et je dirais qu'on va les consulter, mais si on en a besoin. On ne va pas commencer par là. Ils vont venir compléter en fait vos synthèses et vos commentaires. Donc ça, c'est la préconisation. Alors, je vais finir ma présentation avec, je crois qu'il me reste 5 diapositives, avec un exemple pour vous dire qu'on a tout un champ aujourd'hui, on n'a pas d'ailleurs de data visualisation, qui permet de mettre en application les principes dont je vous ai parlé. Alors, pour ne rien vous cacher, je suis allée chercher un exemple sur 2 tableaux de bord, alors sur Geniali, bon, voilà, je paye ma licence de Geniali, donc ça c'est, mais pour dire que on a cette idée qu'on peut venir organiser de façon, vous voyez, très, j'allais dire, très, très sympa, la présentation des indicateurs. Donc là, vous voyez, j'ai choisi vraiment de vous dire, on peut aller à la synthèse. Et la synthèse, ça peut être de dire, par exemple, je vais garder 3 indicateurs sur mes dépenses de personnel, par exemple, en gardant un total cumulé, par exemple, mon 26,8 millions d'euros. Je vais mettre en couleur et en pourcentage l'évolution. Je peux avoir, alors bien sûr, vous avez vu, j'ai pris un exemple hospitalier, la part des professionnels de santé, parce qu'il y a plusieurs métiers à l'hôpital, c'est 65%, et les problématiques d'intérim, parce que ça, je fais toujours le lien avec la stratégie RH, ça peut faire partie en tout cas des problématiques. Et vous voyez, ce n'est qu'après que je peux venir graphiquement détailler tous ces éléments-là, que ce soit en termes d'évolution par mois, de répartition par métier ou par année. Et vous voyez cette idée de mettre du verbe, du commentaire. Voilà, ça peut être, alors mes exemples sont fictifs, mais ça peut être de dire, tiens, une année, il y a un an, on a eu effectivement, on a eu un litige avec du personnel technique. Ça a posé question. Et là, si j'ai besoin, je peux aller mettre du commentaire. Par exemple, d'aller voir les responsables qui se sont occupés de ceci.
il y a 2 mois, par exemple, alors vous n'êtes pas sans savoir que les établissements hospitaliers sont offrants du Covid, donc il y a beaucoup d'heures supplémentaires à payer, mais aussi au niveau administratif. Et là, ça peut être de dire, vous voyez, dans mon tableau de bord, dans ma présentation, je peux mettre des commentaires ici. Par exemple, les mesures Ségur ici, et je peux aller chercher du détail. Bref, c'est de vous montrer qu'on peut alterner donc des données synthétiques avec de la représentation graphique et du commentaire. La distinction, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est de dire, là, je peux rentrer dans le détail. Mais je rentre dans le détail à partir du moment où j'ai d'abord fait ma synthèse précédemment. Et là, par exemple, je vais rentrer dans le détail des dépenses par service, par exemple, de masse salariale, en mettant des indications voilà, organisationnelles. Est-ce qu'il y en a qui sont H24, 365 jours par an, ou au contraire, certains sont juste en jour ouvré. Et si j'ai besoin, voilà, je viens chercher des indications complémentaires avec d'autres indicateurs, mais qui sont pertinents, propres à ces établissements parce que c'est dans leurs objectifs. Donc, par exemple, norme supplémentaire, norme d'astreinte. Mais vous voyez, je ne l'ai pas mis en premier. J'ai commencé par de la synthèse. Les effectifs, par exemple aussi, vous voyez, je peux avoir des choses très globalisées. Donc, c'est l'idée des petites vignettes qu'on a au-dessus. Et franchement, j'ai pris un modèle sur Internet. Et nous, ce qu'on fait en formation, c'est qu'on vous repartez avec une idée de maquette, justement, sur vos principaux indicateurs. On vous propose ça sur Excel et je vous montre en fait comment on peut faire des liens justement avec des liens hypertextes, comment on peut forer les données, comment on peut choisir des graphiques aussi pour faire ces éléments-là. Donc là, à nouveau, si j'ai besoin d'avoir un petit peu de détails, je vais venir passer par-dessus. Alors, mes chiffres sont fictifs, mais c'est pour venir éclairer ceci. La formation, voilà, de la même façon, j'ai bien aimé en fait ce modèle sur Genially parce que il montre aussi l'idée qu'il y a 2 représentations graphiques qui sont de plus en plus utilisées, c'est la jauge et la carte. Et je vous montre aussi notamment lors de la formation comment on peut faire très rapidement des cartes géographiques sur Internet. Donc là, vous voyez, ça peut être intéressant de dire je vais à l'essentiel. On n'a pas réalisé tout notre plan de formation, mais parce qu'il y a eu des annulations. Mais je vais à l'essentiel. Voilà, et j'y vais progressivement. Et enfin, je peux avoir un dernier point sur les absences ici par rapport à ces éléments-là et je pourrais venir dans le détail. J'ai juste choisi 3 indicateurs et si j'ai besoin, je vais dans le détail. Alors, je regarde l'heure parce que je sais que vous avez des questions. Pour vous dire qu'il me reste une dernière diapositive, j'ai déjà évoqué cette idée que vous avez des programmes qui vous sont proposés par Gérézo, notamment sur cette partie tableau de bord des ressources humaines et tableau de bord des ressources humaines dans la fonction publique. Ce sont des programmes qui font 2 jours chacun. Le plus souvent, vous avez affaire à moi pour ces éléments-là et ça nous permet d'approfondir tout ce que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui. Donc, tous ces détails vous sont fournis sur Gérézo et donc je vous ai mis et Kelly a précisé donc ces éléments-là ici. Alors, parce que c'est important d'échanger avec vous, donc je vais arrêter mon partage d'écran pour qu'on puisse discuter et découvrir vos questions. Kelly, c'est bon pour vous? J'ai bien, oui, c'est bon. Je crois que j'ai bien arrêté le partage d'écran. Je prends. Alors, je demande la confirmation à Kelly que c'est bon, que tout le monde me voit. Oui, c'est bon, on vous voit bien. Donc, on a une première question de John qui nous demande sur la masse salariale, qu'appelez-vous cotisation? Alors, on a 2 types de cotisations. Donc, la définition de l'INSEE dit que la masse salariale, ce sont les cotisations salariales. Et que tout ce qui est cotisation patronale, normalement, ce n'est pas dans la masse salariale. Alors, vous voyez, j'utilise le mot de normalement parce que vous, en interne, si c'est votre besoin d'avoir toutes les cotisations, enfin toutes les charges, prenez-le. Voilà, c'est ça aussi la pertinence des indicateurs. On a une définition réglementaire, on en a beaucoup d'ailleurs, par exemple au niveau du bilan social, mais vous pouvez, parce que c'est votre objectif, prendre toutes les cotisations. Ma préconisation,
Alors c'est ça aussi, et j'y suis très, très attachée parce que je trouve que c'est un outil extrêmement puissant, c'est de faire ce que j'appelle des fiches indicateurs. C'est-à-dire, vous, de venir instruire, décrire comment en fait vous calculez vos indicateurs. Et lors de la formation, par exemple, je vous propose des fiches indicateurs. Et d'ailleurs, quand on fait le fichier Excel de choix de vos indicateurs, en même temps, on fait vos propres fiches indicateurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu, John, à votre question. On a également une seconde question de John qui nous demande est-ce que la maternité est une maladie? Alors, la maternité n'est pas une maladie. Au sens OMS du terme, hein, Organisation mondiale de la santé. Après, c'est pour ça aussi que j'ai évoqué cette idée qu'on a des objectifs. Si vous, ça vient percuter particulièrement vos organisations et que, effectivement, il peut y avoir un arrêt, hein, mais maladie, mais pour le coup, c'est pathologique, par exemple, c'est vous à nouveau. Mon conseil là, c'est clarifier. Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis ni pour, ni l'un, ni contre, etc. Mais si vous considérez que ça fait partie de cette sphère des arrêts maladie, mettez la maternité dans la maladie. Sinon, vous la mettez à part. Ça va dépendre de vos objectifs RH et des décisions que vous voulez mettre en œuvre derrière. J'espère que j'ai répondu, John, à votre question. Nous avons une troisième question de Sybille qui nous demande comment calculer les absences en ETP. Alors, les absences en ETP. Donc, alors j'hésite en fait si je le fais oralement ou si je le fais sur Excel. Alors, imaginons que on soit dans le secteur que je connais bien, qui s'appelle le secteur hospitalier. Le secteur hospitalier, alors pour avoir un équivalent en ETP, en fait, pour le visualiser, au numérateur, il vous faut le nombre de jours d'absence et au dénominateur, il vous faut le nombre de jours moyens travaillés par un ETP. Donc, dans le secteur hospitalier qui est le mien, par exemple, moi, j'utilise le nombre de 210 jours, par exemple. Alors, on peut le faire en heures, hein, mais moi, je le fais en jours. Donc, ça veut dire que chaque ETP a une capacité disponible de travail pour l'entreprise de 210 jours. Donc, imaginons que vous ayez eu 2100 journées d'absence, sachant qu'en moyenne, chacun travaille 210 jours, ça veut dire que ces 2100 journées d'absence correspondent à 10 ETP, à l'équivalent de 10 ETP absents. Parce que, ben voilà, un ETP absent, c'est 210 jours. À temps plein, bien sûr. Un ETP, 2 ETP, ça fait 420, etc., etc. Donc, l'équivalent ETP absent, au numérateur, nombre de jours d'absence, au dénominateur, votre nombre de jours travaillés théoriques pour un ETP à temps plein. J'espère que j'ai répondu, Sybille, à votre question. On a une question maintenant de Catherine qui souhaite savoir comment optimiser sa gestion des talents. Vaste question. Alors, comment optimiser la gestion des talents? Alors, j'essaie de raisonner en objectif. Donc, quel est l'objectif en fait de la gestion des talents? Alors, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir soit, alors si je comprends votre question, je vais faire la distinction entre talents internes et aller chercher les talents en externe. Donc déjà, on pourrait avoir deux indicateurs qui pourraient être de dire comment je dynamise en fait le recrutement de talents externes. Donc là, on pourrait avoir des indicateurs, comme je vous ai dit, hein, sur les recrutements. Et les talents internes, repérer les talents internes, il me semble que c'est des indicateurs qu'on pourrait avoir au travers des entretiens individuels. Voilà. Donc, je pense qu'on peut avoir des indicateurs, par exemple, sur nombre de salariés souhaitant évoluer. Alors, bien sûr, il faut clarifier ce que ça veut dire évoluer. Ou nombre de salariés souhaitant changer de poste pour un poste supérieur, par exemple, d'encadrement. Dans l'expression, on s'entend. Hein. On pourrait avoir dans la gestion le repérage de ces talents. J'allais dire, je pense aux métiers un peu rares ou aux métiers un peu en tension.
quelqu'un qui aurait fait par exemple un diplôme universitaire, parce que ça existe dans tous les secteurs, hein, des gens qui font des diplômes universitaires ou un master, ça pourrait être un indicateur. Ça, par exemple, nombre de salariés ayant un master ou un niveau licence un peu particulier. Donc, je crois que la compétence, elle est liée à la fois à la motivation, au sens j'ai envie d'évoluer, et elle est liée à la compétence qu'on peut repérer avec du diplôme. Donc, moi, j'irais peut-être sur ces deux indicateurs. J'espère que ça vous donne des idées, Catherine. En tout cas, à chaud, je pense qu'on pourrait avoir des choses comme ça. Je vous écoute, Kelly. On a une question d'Élodie qui nous demande comment suivez-vous les provisions CP? Comment, pardon? Suivez-vous les provisions CP? Alors, moi, à titre personnel, en tant que contrôleur de gestion, je les suis comptablement. Voilà. Donc, pour moi, ça fait partie moins des tableaux de bord RH que des tableaux de bord de façon globale, générale. Et notamment en vue si certains d'entre vous, et c'est peut-être votre cas, si vous faites des clôtures infra-annuelles. Voilà, donc pour moi, c'est plus un indicateur de type financier strict, pur et dur, et donc suivi en compta gêné, quoi, en comptabilité générale. Donc moi, ma référence, c'est celle-là. Après, ce que j'entends derrière, c'est que, et je vais le formuler, j'aime bien faire ça, formuler à côté, c'est de dire soit quelque chose autour de l'évaluation de ces CP et de ces provisions pour CP et comment on le fait. Et je distingue un petit peu ça du côté restitution indicateur. Voilà. Donc les deux s'alimentent, bien entendu. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est de la comptabilité générale et donc une thématique, j'allais dire, financière, qui peut avoir une répercussion sur l'organisation parce que les gens doivent prendre au fur et à mesure leur congé. Mais pour moi, en première intention, c'est surtout de la comptabilité générale. Mais parce que mon quotidien et la plupart de mes missions ont une forte connotation économique et financière. Dans notre secteur, je ne dirais peut-être pas la même chose. Alors, j'espère que je vous ai donné des indications. Kelly, je vous écoute. J'ai noté une dernière question de Sylvie et après, je propose de faire le dernier sondage que nous avions prévu. Très bien, Kelly. Alors, Sylvie nous demande, vous conseillez de retenir combien d'indicateurs en moyenne? Alors, mon conseil, comme je disais, c'était d'aller à la synthèse. Alors, la première définition du tableau de bord que je donne, il y a une définition qui est allée sur Wikipédia. Et donc, Wikipédia, l'avantage, c'est que c'est une vision collective et consensuelle des choses. Donc, Wikipédia, par exemple, dit entre 5 et 10 indicateurs. Dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé, par exemple, en début de carrière dans une entreprise, une multinationale qui s'appelle Toshiba System France. Le PDG, il avait 10 indicateurs par mois, pas un de plus. Par contre, il voulait à J3. Donc, entre 5 et 10. Et ce qu'on voit pendant la formation, justement, parce qu'il y a toute une étape pour sélectionner vos indicateurs, c'est qu'en fait, ce fameux A4, on arrive à en mettre entre 30 et 40. Donc, ce qui est déjà pour moi détaillé, mais on reste synthétique. Donc, voilà, je dirais on est entre, au maximum, je dirais une quarantaine, mais si on est aussi sur des indicateurs de type annuel, parce que on voit aussi notamment avec la fiche indicateur, avec vos problématiques de pilotage, que vous n'avez pas tous les mois tout à suivre. Donc, on peut avoir une bonne dizaine d'indicateurs tous les mois, et par exemple, au trimestre, on en rajoute d'autres. Voilà, donc et c'est pour ça que les 5 dont je vous ai parlé là, en général, on couvre déjà bien vos problématiques, j'allais dire presque mensuelles. Hein. Après, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail, mais voilà. J'espère que j'ai répondu, Sylvie, à votre question. Alors, au rappel de Kelly, fort juste, ce qu'on va vous proposer pour ces derniers moments, c'est de lancer un nouveau sondage pour faire un petit peu le bilan avec ce qu'on a vu. Et donc, l'idée, c'est de vous poser la question, alors avec ce que vous avez vu aujourd'hui et puis vos propres réflexions dans vos entreprises, c'est est-ce que vous vous sentez prêt et prête à vous lancer dans une démarche de type tableau de bord RH. On va vous laisser
je pense entre 30 secondes et 1 minute. Mais c'est vous, Kelly, hein, qui voyez nos participants participer. Donc, je vous laisserai, Kelly, le soin de dire quand est-ce que vous clôturez le sondage. Parce que mon discours, c'était ça aussi, c'est de dire, on a des chiffres, mais c'est une démarche. Voilà, on peut passer par des étapes pour, entre guillemets, rationaliser et optimiser les informations dont vous avez besoin et dont vous disposez. Kelly, voilà, super. Alors, eh bien, je vois que pour plus de la moitié d'entre vous, c'est super. Vous vous sentez prêt à y aller tout de suite sur ces démarches et ces réflexions de tableau de bord. Donc, parfait. Alors, j'ajoute, je crois que Kelly l'a mis dans la fenêtre de discussion, hein, mais cette présentation vous sera mise à disposition et donc elle est faite pour vous aussi, pour vous donner envie. Donc, vous pourrez vous y référer. Alors oui, très positif. Je trouve aussi que 42% d'entre vous, mais vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. C'est normal, hein. On est sur un processus managérial, hein. Les tableaux de bord, les indicateurs, ça pousse à se poser des questions aussi. C'est pas que voilà, la batterie de tous les indicateurs, de tous les chiffres qu'on a, c'est aussi se poser des questions. Donc parfait, mais prenez votre temps. Enfin, prenez votre temps. Je comprends que vous ayez besoin de prendre du temps. Et donc, finalement, c'est une minorité d'entre vous qui dit, voilà, on a encore besoin de temps. Mais ça aussi, c'est tout à fait recommandable de ne pas se jeter voilà, sur Excel voilà, et de faire des requêtes de partout. Donc, parfois, il vaut mieux attendre. C'est pas mûr. Mais par contre, voilà, j'espère qu'aujourd'hui, ce webinaire vous a donné en tout cas des idées et un enchaînement pour tout ceci. Donc, je vais vous proposer de nous quitter, mais ce sera probablement de façon transitoire, j'espère, à 11h03. Donc, il nous reste, et qu'il se joint, moi j'en suis convaincue, et j'ai réseau, à vous remercier d'avoir participé aussi nombreux aujourd'hui à ce webinaire. Vous avez nos coordonnées. Le replay sera mis en ligne rapidement. Et en tout cas, je vous souhaite de bons tableaux de bord et de beaux indicateurs pour 2022. Merci à vous tous. Au revoir.